Bonjour et bienvenue sur Sport Talk, le podcast qui parle de sport. Je m'appelle Joris Bouchot, ancien nageur de haut niveau, et ensemble, nous allons aborder un sujet crucial, la gestion du mental chez les athlètes de haut niveau. On aura la chance de recevoir Marie-Pierre Amadio, psychologue du sport, et Grégory Mallet, ancien nageur, multiple médaillé olympique. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Sport Talk sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur les réseaux sociaux. Ça ne pourra que m'aider à développer ce projet et vous faire découvrir encore d'autres sujets qui parlent de sport. Bonne écoute à vous. Sport Talk, épisode 1, prise 1. Et du coup, pour commencer, on va parler un peu en termes de chiffres. Il faut savoir qu'au niveau de la préparation mentale, dans les années 80 à 90, on était aux alentours des 10 à 20% des athlètes qui en usaient. De 2000 à 2010, on est passé de l'ordre de 30 à 50%. Et de 2010 à nos jours, on est plus aux alentours de 70%. En tout cas, c'est une pratique qui se démocratise. Vous avez tous les deux été au CREPS. En tout cas, vous avez été dans des structures, dans des institutions. Comment vous avez été accompagné à ce niveau-là dans votre carrière de sportif? Donc moi, oui, effectivement, j'ai fait un passage au CREPS de Toulouse, hein. J'étais dans une structure en golf. Oui. Ben, moi, ça m'a permis déjà de découvrir mon métier, c'est-à-dire que mon futur métier, j'ai découvert qu'il y a des psychologues qui travaillent auprès de sportifs et c'est ce qui m'a permis plus tard finalement d'aller vers ce métier-là. T'étais au CREP en quelle année à peu près? Vraiment, Il va falloir qu'on le dise. Faut situer. Il va falloir situer un peu. dans les années 2000, hein, Ok. 2001. Du coup, oui, j'avais fait appel à la psychologue du CREPS à l'époque sur de la préparation mentale, je me souviens exactement en plus la thématique, D'accord. pour travailler des coups à 90 mètres. Voilà, donc, C'était très précis. oui, parce que du coup, c'était vraiment le genre de coup qui me mettait en difficulté dans ma pratique. Donc voilà, on avait fait tout un tas d'exercices autour de ça. Donc ça existait déjà à l'époque. Après, je pense que je ne l'ai pas utilisé à hauteur de ce que j'aurais pu faire, hein, parce que je n'avais pas forcément la connaissance de ce qui pouvait se faire dans ce champ-là. Ok. Et toi, Greg? Je suis passé par un CREPS à Bordeaux, mais pas longtemps. Et dans le cadre du CREPS, j'ai pas fait appel ni à un psychologue, une psychologue ou prépa mentale. C'était pas trop dans les mœurs de l'époque, et en tout cas pour la natation. J'ai commencé à travailler dans la prépa avec un préparateur mental après mes premiers Jeux Olympiques, donc 2008. Ok. 2008-2009, sur la saison 2008-2009. On a touché du doigt la notion de bien-être pour pratiquer son sport et aller chercher de la performance déjà à l'époque. Donc c'était des mots nouveaux et des choses que je ne connaissais pas. Donc Cette première question qui me vient, c'est la différence entre un psychologue, une psychologue, et un préparateur mental. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que tu peux nous exprimer un peu la différence, Marie-Pierre? Alors pour moi, c'est deux métiers qui sont différents mais qui se regroupent dans le champ de la dimension mentale. Un psychologue, c'est quelqu'un qui a un titre. Il y a un titre qui est protégé par la loi avec un code de déontologie. Le psychologue, il est issu d'un master en psychologie. Et donc psychologue du sport en général, voilà, c'est une spécialisation dans ce champ-là avec un stage général d'environ 500 heures dans cette pratique-là. Alors que le titre finalement de préparateur mental n'est pas protégé. De fait, je pense que tu peux en parler aussi. oui, alors tu fais bien de le souligner, c'est un métier aujourd'hui qu'on pourrait appeler nouveau métier presque, puisque moi j'ai toujours pensé que c'était un parallèle ou une espèce d'artère de la psychologie du sport, et c'est pas protégé, et c'est pas pour moi encore bien défini dans la tête de certaines personnes pour le classifier comme métier en tant que tel. Maintenant, il y a quand même des choses qui se rejoignent, je trouve, c'est comment on travaille au service de la personne pour qu'elle se sente mieux avec elle-même. Voilà. Si tu veux, nous, à notre époque, notre préparateur mental, on l'appelait le psy, Ok. tu vois. Donc on faisait l'amalgame. Ouais. Mais par contre, moi, je pense que la préparation mentale aujourd'hui, elle part de faits et elle travaille pour l'avenir, et sans aller fouiller trop dans le passé pour essayer Ok. de guérir des choses et tout ça, parce que c'est pas trop nos compétences, Ouais, tu je vois. vois. Et après, voilà, la psychologie, c'est encore autre chose. Mais nous, on n'a pas les compétences pour aller fouiller et travailler en profondeur. Sur des traumas trop profonds, etc. Exactement. Et ça serait même risqué Oui. d'essayer de le faire. Donc, on est là, on a des choses qui sont données par l'athlète, puisqu'on est dans le cadre du sport, ou la personne. Et comment on fait en fonction de ce qu'elle nous donne.
pour lui faire comprendre que elle a le droit de croire en elle, elle a le droit d'aller dans tel chemin si elle en a peur. On lui donne des outils de concentration, on lui donne des outils de réflexion. Moi, je me considère comme un poseur de questions plus que comme un donneur d'avis, quoi. Donc voilà, ma compétence s'arrête là. Et est-ce que c'est pertinent ce que je fais avec les athlètes? Ça, c'est aux athlètes de répondre, mais en tout cas, voilà, Concrètement, comment ça se passe une séance avec vous? Marie-Pierre, je connais, vu que je te consulte depuis pas mal d'années. Mais du coup, je suppose que aussi les séances peuvent être différentes en fonction des besoins, en fonction des personnes. Comment ça se passe une séance avec toi? Déjà, il y a un premier rendez-vous qui se fait avec déjà d'où vient la demande. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas aussi, Grégory, pour toi, mais nous, des fois, il y a des entraîneurs qui nous adressent des sportifs, des fois, c'est le staff médical, voilà, des fois, c'est l'athlète qui vient lui-même. Des fois, il y a une demande très précise, des fois, il y a une demande très vaste de je veux travailler sur moi et qu'est-ce que je vais en faire. Donc ça dépend vraiment, l'idée ça va être de cerner la demande et de voir derrière ce qu'on fait. Parfois je fais de la préparation mentale, c'est-à-dire que vraiment j'ai un athlète qui vient et on va travailler sur la fixation d'objectifs, on va travailler sur la gestion du stress, on va travailler sur des domaines très précis. Et parfois ben voilà, on répond à la demande, on s'assure, la valence du psychologue c'est s'assurer aussi qu'il n'y a pas de problématique, enfin qu'il y a une bonne santé psychique, hein, qu'il n'y a pas de problématique d'ordre pathologique. Et puis, il y a vraiment un travail qui se fait en profondeur sur la connaissance de soi. Et effectivement, on peut aller questionner aussi un vécu passé, qu'est-ce qui fait qu'on en est là et qu'on a ce type de fonctionnement-là, et comment on fonctionne aussi sur le plan psychique. Donc voilà, moi, c'est vrai que j'ai la valence psy et j'ai aussi la valence d'accompagnement à la préparation mentale. Donc c'est assez variable, mais en tout cas, dans un premier temps, il y a toujours un ou plusieurs entretiens pour cerner la demande hein, et le besoin derrière. Ok. Et en termes de fréquence, ça donne quoi? On te consulte souvent, peu souvent, c'est en fonction de la personne. C'est hyper variable, c'est-à-dire Ok. que ça peut aller. Moi, je vois des athlètes qui vont faire qui vont faire quelques consultations Mm. dans un champ très précis. Il y en a qui me demandent de les accompagner sur une Olympiade. Ok. Donc voilà, c'est à réfléchir ensemble à ce qui va nous permettre de travailler de manière le plus efficiente possible en fonction voilà, des besoins de l'athlète. Il y en a qui viennent pour des problématiques plus lourdes. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des athlètes aujourd'hui qui ont un psychologue du sport et un préparateur mental et qui arrivent à trouver leur équilibre justement dans ce double travail Ouais. avec ces doubles casquettes. Il y a de plus en plus, en tout cas, je croise de plus en plus de sportifs qui fonctionnent comme ça. Ok. Et toi, Greg, comment ça se passe un peu Alors, nous, pour la recommandation d'aller voir un préparateur mental, Mm. je m'interdis un petit peu de tenir compte des recommandations si c'est pas l'athlète qui vient de Ok. son plein gré. Parce que, contrairement à la psy, je dirais que comme je suis pas là pour guérir des interprétations d'un coach vis-à-vis d'un athlète ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas de connaissances et d'outils pour gérer les deux. Et moi, si la tête, il me dit, écoute, j'ai envie de bosser sur tel aspect parce que je stresse beaucoup avant ma course, et est-ce que tu as des outils à me proposer pour que je puisse m'améliorer? Là, c'est mon champ de compétences. Ok. Si l'entraîneur me dit, écoute, mon athlète a des problèmes de concentration, ou il va pas bien, ou je pense qu'il devrait voir un prépa mental. Déjà, pour moi, c'est pas une démarche perso et c'est pas du volontariat, donc ça me limite un peu et ça me gêne de devoir D'accord. prendre. Parce qu'après, pour travailler, c'est lui imposer quelque chose que lui n'a pas décidé. Et je trouve que, enfin, si on veut s'améliorer dans un domaine, il faut déjà en avoir la volonté. Mm. Et Profonde. ouais, et je vais pas lui dire ce qu'il doit faire si lui n'a pas envie de changer. Mm. Donc après, voilà, l'avantage du psychologue et psy du sport, c'est que tu peux faire les deux. Mm. Moi, je fais peut-être que justement, certains athlètes se disent, moi, je veux un psychologue et un prépa mental, parce qu'en fait, mon psy, je l'apparente à ma vie personnelle, Personnel. et le prépa mental, je l'apparente à ma vie pro ou ma vie sportive. Et j'ai juste envie de me sentir en dehors du sport, travailler sur des aspects qui me limitent, et je me sens bien. Et puis après, bah, dans le sport, ça peut en découler, mais j'ai besoin d'autres outils, et donc ça lui permet de scinder les deux. Il y en a qui aiment bien avoir la même personne pour les deux choses. Mais après, voilà, c'est propre à chacun. Moi, je dirais que dénominateur commun, ça reste quand même le bien-être de la personne, quoi. Ok. Oui, complètement. Et puis, si je peux rebondir, du coup, Totalement.
Déjà, par rapport à ce que tu disais sur la volonté d'accompagnement, je pense qu'on travaille dans des structures différentes. C'est-à-dire que moi, je travaille dans un CREPS Mm. aujourd'hui. Donc, finalement, il y a toujours la demande qui vient de l'athlète et celle qui vient pas de l'athlète. Ben, clairement, on la traite et parfois, on la traite pas avec l'athlète. On la traite Ouais. plutôt avec l'entraîneur parce qu'on Mm. est bien d'accord qu'un athlète qui n'a pas envie d'être accompagné, il va perdre son temps Mm. et on va perdre le nôtre. Et ensuite, la deuxième partie sur laquelle je voulais rebondir, je l'ai perdue. Donc c'est parfait. Faut la Du coup, retrouver. Non, mais justement, vous êtes en train de parler de quelque chose qui est très intéressant, c'est comment vous vous placez par rapport à l'équipe qui est autour d'un sportif, ou même peut-être aussi autour d'une équipe, hein. Mais je sais que pour l'avoir un peu expérimenté, parfois les entraîneurs sont un peu réfractaires à l'idée que une personne extérieure puisse intervenir auprès de l'athlète, parce qu'ils ont envie d'avoir le contrôle, ou en tout cas d'avoir pleinement possession de cet aspect discussion avec l'athlète. Comment vous vous placez? Comment vous pensez que ça doit fonctionner? Quel est votre avis là-dessus? Aujourd'hui, je reste convaincu que l'entraîneur 2.0 des années 2020 doit avoir des bagages de préparation mentale. Ok. Parce qu'il est en première ligne et que, avant de faire appel à une tierce personne, avoir déjà les bons outils de communication, les bons outils d'observation, Donc déjà ce se qui, former sans être expert, mais déjà avoir des notions. des bases. Ok. Parce que après, si l'athlète, lui, veut scinder et se dire, ben, moi, je veux avoir mon entraîneur, mon prep mental et tout ça, ok. Mais que le jugement de l'entraîneur, enfin, l'appréciation plutôt que le jugement de l'entraîneur, soit fait parce que tu as le bon regard du préparateur mental ou avec les outils de la préparation mentale, plutôt que de celui du coach qui cherche absolument le résultat. Hmm. On vit dans une époque où aujourd'hui, le marche ou crève, ça n'existe plus. Ok. Donc, c'est plus possible d'imposer à une personne, et encore heureux maintenant, Ouais. d'imposer à une personne de faire des choses sous prétexte que la performance va le rendre heureux. Ça n'est plus possible. D'ailleurs, c'est bien que ça soit comme ça maintenant. Hmm. Je pense aussi qu'il y a des aspects positifs, ouais. Et du coup, Marie-Pierre, toi, au sein du CREPS, tu as peut-être aussi plus de poids, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont au CREPS et qui te voient, tu vois les coachs plus souvent, tu as des réunions avec eux. Donc comment ça se passe, toi, ton positionnement dans cette équipe autour du sportif? alors moi, mon positionnement, déjà, il dépend de ma pratique. Je suis psychologue, donc normalement, ce qui se passe dans le cadre de mon bureau, ça reste dans le cadre de mon bureau. Hmm. Donc ça, c'est déjà, voilà, on a un code de déontologie, voilà, il y a des choses. En revanche, quand on travaille sur la performance, hein, il me semble qu'il y a des choses, des éléments qui sont importants aussi, de travailler avec l'entraîneur, de travailler avec le staff. Et donc souvent, quand on travaille dans ce champ de la performance, dans l'accompagnement à la perf, souvent il m'arrive de dire aux athlètes, bah, tu vois, ça je pense que ça serait un sujet qui serait intéressant d'aborder avec ton entraîneur. Est-ce que tu te sens de le faire? Est-ce que tu veux que je me mette en relation avec lui? Est-ce Ok. que c'est OK? Et donc il y a des athlètes qui sont plutôt OK dans ce travail qui peut se faire. Donc là, on parle du travail individuel, Hmm. mais on a aussi des sports collectifs où parfois on travaille avec le collectif, ou parfois il nous arrive de travailler directement avec l'entraîneur. On a des entraîneurs aussi qui travaillent sur eux, sur leur motivation, sur leur fonctionnement, sur la compréhension. C'est un peu nouveau, ça, non? Ça arrive. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, ça arrive et je trouve que c'est aussi ça qui permet de tendre vers la perf, au-delà des connaissances et des compétences en préparation mentale. Je sais qu'il y a de plus en plus de formations d'entraîneurs qui commencent à outiller et qui permet à des entraîneurs, voilà, Hmm. d'avoir une compréhension un peu plus large dans ce domaine-là, de l'appliquer parfois même à l'entraînement. Mais oui, je pense que ça devient quelque chose d'assez primordial de se dire, ben voilà, il y a de l'athlète au sein d'un groupe, il y a une approche Hmm. systémique à avoir. Et puis l'entraîneur lui-même, hein, on est souvent face à des entraîneurs qui sont d'anciens athlètes, Mm. qui ont leur vécu, Leurs croyances. leurs croyances. Hmm. Et donc voilà comment je sors de ça et comment je deviens le plus performant dans ma pratique d'entraîneur aussi, et le moins limitant dans ce que je peux transmettre à l'athlète. Puis juste Dis-moi. un dernier point, c'est dans un sport collectif, quand tu accompagnes un collectif en préparation mentale, il faut pas. Enfin, c'est important de ne pas oublier qu'il y a une singularité quand même, tu Hmm. vois, de chaque personne et donc c'est complexe et je pense qu'avoir un préparateur mental qui accompagne aussi le coach à comprendre que la singularité de chacun fait partie de la performance collective, bah ça peut être un bon équilibre aujourd'hui parce que on a dû perdre énormément d'athlètes au cours des ans et des années parce que justement,
ils ne se trouvaient pas à leur place ou ils avaient l'impression de pas remplir le rôle qu'on leur demande, alors juste le mode de communication était Des pas pas bon, loin, quoi. ouais. Il y a quelque chose qui est souvent déclencheur, c'est une mauvaise performance ou la gestion d'un échec qui peut amener justement à se questionner, à savoir pourquoi, et donc se tourner vers des méthodes de préparation mentale ou vers un ou une psychologue. Pour vous, quelles sont les clés pour gérer ce genre d'événement? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? On prend un cas très concret qui, je suppose, va parler à beaucoup parce que le monde du sport est fait d'échecs. Marie-Pierre, je te donne le cadeau. Ok. Ben moi, toujours pareil, hein, je vais répondre, ça va dépendre de la singularité de la personne, du fonctionnement de la personne. Je trouve qu'on est quand même dans une culture française où le rapport à l'échec est quand même très particulier. Mm. Échouer en France, voilà, hein, c'est raté, c'est honteux, ça génère de la culpabilité. Enfin, je pense qu'il y a d'autres pays anglo-saxons où quand vous échouez, ça veut dire que vous avancez, que vous progressez, que vous avez été audacieux. Donc des fois, ne serait-ce que des fois un travail à faire sur les croyances et le rapport à l'échec. Ok. Après, voilà, ça va dépendre. Des fois, on est face à des athlètes qui se retrouvent en situation d'échec, mais qui, au final, ont peut-être des objectifs qui sont trop élevés, trop exigeants. Mm. Donc, j'ai envie de dire, j'ai pas une réponse toute faite parce que ça va vraiment dépendre de la personne en face et du cas concrètement que l'on rencontre. Moi, j'aime bien travailler sur les valeurs de la personne et savoir si les objectifs qu'il s'est fixés et qu'il a ratés, Mm. est-ce que c'était des objectifs qui foncièrement étaient écologiques pour lui et respecter ses valeurs, ou est-ce que c'est des choses qu'il se sentait obligé de faire pour soit satisfaire un entraîneur, une famille, un club, et qui à un moment donné, il pouvait perdre le plaisir personnel Mm. d'aller chercher la performance. Donc, essayer de calibrer un peu tout ça avec lui ou elle d'abord. Et puis, s'il doit y avoir un rebond derrière, justement travailler sur qu'est-ce qui est un vrai objectif pour elle ou lui, pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement dans l'action de faire plutôt que dans le résultat. Une chose à laquelle on pense pas forcément, c'est typiquement aussi la gestion de la réussite, la gestion de ben, réussir ou même d'atteindre un objectif et au final de devoir se rebasculer vers quelque chose d'autre. Il y a aussi cet accompagnement-là qui peut être compliqué. Euh, Typiquement, dans ce genre de situation, on pense pas forcément, vu qu'il y a eu des réussites, il y a eu victoire, il y a eu résultats positifs, on pense pas forcément à aller vers un accompagnement. Est-ce que ça vous semble aussi important d'aider le sportif même dans les moments de réussite, ne serait-ce que pour rééditer ou pour se reprojeter vers quelque chose d'autre. Bien sûr, bah là, je pense on touche à la fixation d'objectifs, voilà, quand on arrive mais qu'on soit entraîneur ou athlète, hein, Mm. finalement, quand on arrive au bout d'un projet, réussi ou échoué d'ailleurs, hein, bah voilà, comment je retrouve de l'envie et comment je rebascule vers quelque chose de nouveau. Et donc ça, clairement, oui, ça s'accompagne. Tout à l'heure, tu parlais des motifs de consultation. On voit pas forcément, enfin, je sais pas, on voit pas forcément que des sportifs parce qu'ils échouent, en fait. Mm. Il y en a qui sont dans un process de se dire, bah là, j'ai envie de performer, l'objectif est dans tant de temps, et j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, et voilà, je viens pour ça aussi. Donc c'est vrai qu'on voit pas forcément que ces périodes d'échec ou de Mm. réussite dans la gestion. Mais du coup, je rebondis Ouais, ouais, mais c'est bien. différemment sur la Ouais. question. Mais Si j'ai bien compris la question, c'est vis-à-vis de la réussite, Ouais. comment on entretient. Exactement, Ouais. t'as vécu aussi ces moments-là en tant que sportif, tu vois, c'est te dire parfois il y a une réussite, il y a Mm. quelque chose au bout, et au final, bah, il y a quand même un après cette réussite-là, et comment on la gère. Alors là, je vais prendre plutôt le côté préparateur mental et Mm. comment je gère avec les athlètes, c'est-à-dire la majorité du temps, quand il y a réussite, j'aime bien appuyer sur le process utilisé pour que la personne gonfle son estime. Ok. Voilà. Comme ça, au moins, on sait qu'on vient prendre des points d'estime, des points de confiance, et que derrière, bah, si on doit réitérer une performance élevée, un objectif incertain, euh, euh, mais dont on est convaincu, on sait qu'on part avec un bagage d'estime un petit peu élevé, que le facteur chance a été diminué dans Ouais. l'objectif précédent. Voilà. Et parfois aussi, c'est aussi important d'ancrer les processus Mm. qui ont été à succès pour justement pouvoir les rééditer. Généralement, on fait souvent des analyses de course, en tout cas, ça a été le cas en natation, quand il n'y a pas eu beaucoup, quand la performance n'a pas été adéquate. Mais quand on a une bonne performance, qu'on a réussi, ben, généralement, en fait, on est plus dans, et c'est humain, hein, on est peut-être un peu plus dans la célébration, l'émotion, tout va bien, tout est parfait. Mais quand vient le temps de rééditer, c'est aussi bien d'avoir ces bases-là de réussite. Est-ce que pour vous, la gestion du mental, c'est aussi pour durer dans sa carrière?
Moi, clairement, alors je ne vais pas parler de préparation mentale, hein, mais l'accompagnement, le fait de se connaître, le fait voilà, de savoir ce qui est important pour nous. Tu parlais des valeurs, notre fonctionnement. Mm. Pour moi, oui, c'est primordial. Et au-delà de la carrière sportive, finalement, je pense que quand on se connaît bien, ça permet aussi d'aller vers une profession, une façon de vivre, enfin des choses qui nous vont bien et qui font cet équilibre de vie. Donc, je pense que oui, cet accompagnement, il est nécessaire et il permet vraiment de se projeter bien au-delà finalement de cette carrière sportive. Et tu parlais de santé mentale, c'est un sacré sujet, je trouve, la santé psychique des athlètes, Mm. parce qu'on voit bien qu'il y a des hauts, il y a des bas, et comment on gère au mieux ces bas, et comment on valorise la façon dont on est remonté aussi de ces bas, voire de Ouais, ces très bas. Et parfois, ça arrive à des moments finalement qu'on ne pensait pas. ouais, C'est-à-dire parfois sur une grande réussite, parfois sur un échec, mais qu'on n'avait pas évalué aussi important ou qui aurait autant d'impact. Et on se retrouve vide, hein. Je vois, il y a pas mal de... c'est bien parce qu'on en parle, mais on voit pas mal de sportifs qui s'expriment là, après les Jeux en Mm. disant je me sens vide, hein, mm, je sais plus quoi faire, hein, j'ai plus de goût. Et ça, je pense que voilà, c'est aussi l'importance finalement d'avoir un suivi euh, sur cette santé mentale-là, sur le fait de gagner en habileté mentale aussi, dans ma capacité à gérer mes émotions, dans ma capacité à gérer mon stress, dans ma capacité à identifier ce que je ressens aussi. mm. Donc je pense que voilà, il y a un beau combo à faire des Mm. deux et qui permet de perdurer bien au-delà de la carrière. Et puis, il y a, dans la prépa mentale, c'est un métier où moi, mon objectif, par exemple, c'est de faire en sorte que les athlètes s'émancipent rapidement de la prépa mentale, Ok. sur un objectif bien donné. Après, forcément, s'il y a d'autres objectifs où il n'y a pas les clés, on retravaille, mais plus il y a de l'autonomie, plus c'est valorisant et pour le prep mental et pour l'athlète surtout. Et donc, c'est essayer de travailler dans une pleine conscience des valeurs, de qui je suis, de ce que je veux, de ce que j'aime, des émotions, et de savoir concrètement qu'est-ce qui peut faire que je sois fier de moi, même s'il y a un échec, qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi, même si le sport s'arrête et que je n'ai pas mes objectifs atteints ou j'ai pas réussi à gagner l'ultime médaille d'or que tout le monde convoite. C'est quand je travaille aujourd'hui avec des athlètes qui sont plutôt en fin de carrière, je prête attention à ce qu'ils aient une notion du plaisir de pratiquer plus élevée que d'une notion de résultat Ok. pur et dur, en appuyant sur toute leur expérience. Et surtout, j'écoute beaucoup, plus que quand j'ai commencé mon métier d'ailleurs, D'accord. parce que Toi aussi, tu as évolué dans ta pratique. totalement. Ouais. Mais en fait, c'est normal parce que je pense que quand tu sors d'une carrière de haut niveau, tu as l'impression que tu as la vérité sur beaucoup de choses. Mm. Et en fait, tu te rends compte que non, tu pas la vérité du tout. Et tu apprends avec les athlètes avec qui tu travailles, tu te rends compte des personnalités différentes et tu te dis, mais on n'a pas tous la même notion du bonheur après la carrière, Mm. et même pendant. Et donc, j'ai appris à justement axer mon travail sur les besoins de chacune sur leur après-carrière et commencer à anticiper ça dans leur pratique, même s'ils sont en fin de carrière ou que ça peut être voilà, potentiellement une fin ou une tournure de carrière. Donc, je trouve que la santé mentale, le bien-être mental, il passe par la faculté à croire en soi en dehors de nos résultats. Ok. Et c'est, Être une personne en dehors de l'aspect purement performance sportive. Ouais. exactement. Et c'est vraiment se dire le matin. Je pose souvent cette question aux athlètes. Je leur dis, mais est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui va être une bonne journée? Mm. Au lieu de souligner tout de suite les choses qui vont t'embêter. Et si tu réponds déjà à cette question et que tu fais ce que tu t'es demandé, tu crées une confiance en toi qui est que tu valides ce que tu te demandes. Et comme ton meilleur ami, si tu lui demandes un truc et qu'il le fait, ça restera ton meilleur ami. Et à force de pas le faire, par contre, ça va moins devenir ton Ouais. meilleur ami. Donc c'est là-dessus que j'accentue en disant ben, respecte un petit peu, respecte tes demandes et tu Mm. vas voir qu'au final tu vas te faire confiance à chaque fois que tu te demandes quelque chose, tu vas moins douter parce que tu sais que tu es capable d'engendrer une action qui sera réussie ou pas, mais en tout cas tu vas l'engendrer et ça va te faire du bien et ainsi de suite. Donc dans la vie de tous les jours, ça sera pareil. Donc je sais pas, je travaille dans cette dynamique-là. Après je m'adapte beaucoup aux besoins des athlètes, des gens avec qui je travaille.
Pour parler un peu plus de vos carrières sportives respectives, euh, Vraiment. Je peux pas dire que j'ai fait une carrière sportive, mais oui, vas-y, je Bah, t'écoute. quand même. Du coup, bah, je vais parler pour moi aussi. Ah, Je pense que bah alors. sans ton aide, toutes ces années, j'aurais sûrement arrêté la natation beaucoup plus tôt et j'aurais peut-être pas connu aussi mes meilleurs temps à la toute fin de ma carrière. Donc en fait, il y a un aspect quand même positif sur la longévité. Toi, Greg, en tant que sportif, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été aidé, d'avoir trouvé les clés grâce à un accompagnement, ça t'a permis de continuer et aussi de continuer dans une certaine sérénité? Ah, totalement. J'ai rencontré, je vais le citer, hein, Thomas Samut, Hmm. hein, qui est aujourd'hui le préparateur de Léon, Le de plus connu Florent. peut-être en ce moment, peut-être Oui, populaire en tout cas. oui, le plus populaire. Ouais. Après, c'est quelqu'un qui travaille depuis plus de 20 ans Hmm. autour du bien-être et de la santé mentale. Donc, c'est assez marrant de le voir mis à jour aujourd'hui, Hmm. alors que ça fait des années qu'il travaille avec plein de sportifs et qu'il y en a plein qui ont réussi à se sentir bien grâce au travail de la préparation mentale. Je cite lui parce que je ne connais que lui. Ouais. J'ai travaillé avec Tom, mais je dirais que il y a eu un tournant parce que c'est la première personne qui m'a demandé mais est-ce que t'aimes nager, quoi? Est-ce que Ouais. t'aimes ça? Qu'est-ce qui te fait, en gros, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la natation? Et pourquoi tu te sens obligé d'être performant, il m'a dit. C'est, Et on se pose mais, pas la question. mais on se pose pas la question. Hmm. Et moi, quand j'ai sorti le pourquoi de l'époque, je me suis dit, ah, c'est marrant, en fait, toutes les choses pour lesquelles je m'oblige à être performant sont des choses qu'on m'a jamais demandé. Hmm. Donc, genre, bah, pour ma famille, enfin, pour mes Totalement. parents, Ouais. pour mon coach, pour l'image que je vais représenter, Hmm. pour je veux exister, et ainsi de suite. Donc, pas des valeurs qui foncièrement correspondaient à ma personnalité. Donc, on a bossé là-dessus et, et j'ai conçu et j'ai créé ma deuxième partie de carrière totalement différemment, Ok. en assumant pleinement qui j'étais. Et c'est ça qui a fait que je suis parti à ma fin de carrière, que j'ai raccroché mon plus beau slip de bain en vestiaire en disant, mais pas enfin, juste, c'est bon, j'ai accompli mon taf. Et ça, c'est super. Et toi, Marie-Pierre, que ce soit au niveau personnel sportif ou au niveau même de l'accompagnement que tu peux avoir avec les sportifs, est-ce que tu vois des changements au fur et à mesure de l'accompagnement? Je pense que oui, j'en suis témoin. Est-ce que tu vois aussi à la fin de la carrière, et on va venir sur la question de la reconversion après, est-ce que tu vois sur la fin de la carrière aussi cette plus-value à avoir travaillé sur soi, pas qu'au niveau sportif, hein, mais aussi au niveau personnel? Alors, j'ai effectivement des sportifs qui arrivent en bout de carrière et qui ont une carrière longue. Il y en a qui passent dans des structures comme des Crêpes et qui feront pas leur carrière sportive finalement, Ok. mais qui, de par le passage dans ces structures-là et le fait d'avoir travaillé sur eux, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils sont, sur leur fonctionnement, influencent de manière, je trouve, très positive la suite. Donc globalement, non, je ne te parlerai pas de ma carrière parce que j'ai pas fait une carrière. J'ai fait du golf, je voulais être psy du sport. On peut peut-être plus parler de ma carrière de sportive, de psychologue du sport de sportive. Mais je trouve que oui, il y a une réelle plus-value et il y a surtout une plus-value dans la reconversion. Je pense que c'est quand même c'est une transition de vie qui est quand même, enfin vous Mm. l'avez vécu, vous en parlerez mieux que moi, mais qui est quand même assez compliqué. Parfois, les objectifs sont atteints, parfois, ils ne le sont pas. Mm. Comment on deal avec ça, comment on travaille là-dessus et comment on tend vers quelque chose qui nous ressemble derrière et qui va nous rendre heureux et qui va nous apporter du plaisir. Voilà, je pense à certains athlètes qui vont aller vers des métiers très élitistes parce que c'est ce qu'ils cherchaient dans le sport de haut niveau et qui vont continuer là-dedans. D'autres qui vont aller chercher sur des choses qui attraient vraiment au plaisir parce que voilà, c'était ce qu'ils allaient chercher. Donc je pense que oui, enfin, je ne sais pas du coup si je réponds à ta question parce que j'ai l'impression d'avoir Dévié, mais tu as fait la transition. dévié 10 fois. T'as fait la transition parfaite avec la reconversion. Ok. Typiquement, c'est quand tu t'es tout le temps, on parle de la gestion mentale des sportifs de haut niveau, quand tu t'es tout le temps identifié comme étant un sportif, moi quand on me demandait qui j'étais, forcément je disais que j'étais un nageur de haut niveau. Mm. Et jusqu'à présent, quand j'ai dû me représenter sur une autre casquette parce que j'ai arrêté ma carrière le mois dernier, ça a été très compliqué en fait pour moi de dire mais qui je suis
parce que, en fait, pour moi, je ne suis qu'un nageur depuis toujours. Et sur cette particularité-là, heureusement que, en amont de mon arrêt, j'ai pu trouver d'autres centres d'intérêt, aussi savoir qui je suis réellement en tant que personne en dehors du sport de haut niveau. Euh, Toi, Greg, comment tu as vécu ton après-carrière? En tout cas, la transition entre sportif de haut niveau et ancien sportif de haut niveau. Et alors, ben, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu en tant qu'athlète. Mhm. Mais après, dans ma vie perso, il s'est passé plein de choses dans ma vie perso que j'ai dû gérer émotionnellement. Et donc, à un moment donné, j'avais l'impression que depuis que j'étais plus athlète, il m'arrivait que des merdes. Ok, Voilà. Et donc, et donc il y a une année où j'ai souhaité renager, ouais, en 2020-2021. Et, euh, et en fait, je m'étais dit, allez, je me tente une qualif aux Jeux à Tokyo et tout. Mais foncièrement, j'y croyais pas vraiment. C'était juste que j'avais besoin de renouer avec une notion de plaisir que qui tu était avais quand associée au t'es... sport, Ouais. ouais. Donc, je vais pas dire qu'elle s'est excellemment bien passée, ma Mm. reconversion. Je me suis cherché. Le Covid n'a pas aidé parce que j'étais un peu un moment charnière de Mm. ma vie. Et puis voilà, il y a le fait que tu as 33 ans, 34 ans, et tu te dis, bah, ça va, je suis bien entamé dans la vie, il faut que je fasse un truc qui me passionne. J'ai trouvé la prépa mentale, enfin j'ai trouvé l'aspect accompagnement mental parce que ce qu'on a pu évoquer, c'est que je me retrouve pleinement dans cet élément. Aujourd'hui, je trouve qu'un athlète de haut niveau qui arrête sa carrière et qui a eu des exigences de haut niveau, il ne peut pas se cantonner à des choses pas de haut niveau dans ses demandes personnelles. Ok. Et donc c'est l'encourager à travailler dans l'exigence avec lui-même, en étant indulgent aussi de temps en temps avec lui-même. Mm. Donc c'est toujours lui faire prendre conscience qu'il est toujours capable de faire des choses extraordinaires en restant quelqu'un d'ordinaire. On a parlé aussi des coachs qui se préparent aussi un peu plus sur cet aspect mental. Est-ce qu'il y a que les coachs ou il y a d'autres personnes qui sont autour? Je pense aussi à la famille qui potentiellement peut être aussi un problème pour le sportif ou qui peut être aidant en voulant trop aider, devenir aussi toxique. Comment on gère cet aspect familial, ou en tout cas tout ce qui est autour de l'athlète? Après, il y a des choses qui sont gérables et d'autres qui ne le sont Mm. pas. C'est vrai que dans ma pratique, j'ai tendance à faire un peu un état des lieux, une approche un peu systémique, de se dire, bon, bah, en gros, avec l'athlète, qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui est limitant, c'est quoi tes ressources autour, etc. Et parfois, on peut arriver à travailler avec des familles, parfois non. Ça arrive de travailler avec des familles. Oui, en tout cas, Ok. avec des familles proches, ça peut être des parents, ça peut être la fratrie, Mm. qui sont très impliqués. Enfin voilà, Ok. il y a des parents qui ont eu une carrière sportive avant. Il y a des parents qui sont entraîneurs. Et parfois, c'est hyper aidant et parfois, ça peut être hyper limitant aussi. Ouais. Et il y en a qui ne veulent pas du tout travailler sur eux et d'autres qui acceptent aussi de se dire, bah oui, effectivement, moi, ma volonté profonde, c'est d'aider mon enfant ou mon frère ou ma sœur dans sa pratique. Et là, j'entends que je puisse être un élément limitant. Donc, de quelle manière? Donc voilà, c'est des gens qu'on peut intégrer aussi Ok. dans l'accompagnement. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà vues et qui arrivent. En revanche, avoir un parent qui vient en me disant, je viens de travailler sur moi pour la carrière de mon fils, ça, j'ai jamais vu. Ok. Voilà. Contrairement à un athlète ou un Bien. entraîneur ou quelqu'un du staff Mm. qui a cette vision-là, quoi. Mais il y a aussi le fait que les parents qui encadrent ou qui soutiennent, moi j'ai eu des parents qui ont été aidants, qui ont été aimants, enfin j'ai évolué dans un cocon familial hyper sain. Mm. Euh, et ça n'a pas empêché que je crée moi des croyances limitantes. Ouais. Donc c'est pas forcément un cocon familial difficile qu'on crée des blocages. Euh, moi j'ai toujours pensé, même si mes parents me l'ont jamais dit, et ils m'ont toujours fait confiance, ils m'ont toujours accompagné, ils m'ont toujours dit la phrase magique des parents qui est bienveillante mais limitante, c'est tant que t'es heureux, on est heureux. Mm. Ah, celle-là, elle fait mal un peu parce que si je suis pas heureux, tu fais quoi? Ça te met un peu de pression. Ah ben, ouais, Ouais. t'as deux parents à satisfaire là. Et donc finalement, tu te dis, ben, ok, tout va bien, j'ai pas le droit d'aller mal. Mm. Et en fait, moi, j'ai pensé pendant un moment que je devais être performant parce
ils ont fait beaucoup de sacrifices. Totalement. Alors, je sais pas si c'est des sacrifices. Ils ont fait des choix Ouais. de vie et qui ont. Et je les remercierai jamais assez. Mm. Moi, je leur dédie mes résultats et j'aime partager ça avec eux. Mais mine de rien, quand t'es gamin, tu crois que t'as un sentiment de redevance même si on te le demande pas. Totalement. Tu le crées tout seul, hein. Ouais. Donc, pas de la faute du parent, c'est de la faute de ta croyance qui naît tranquillement parce que autour de toi, on t'a dit, ah ouais, mais toi, t'as de la chance, tes parents, ils sont là à chaque compète. Mm. Ah, mais tu sais, ou tes parents qui te disent, ah bah, tant que t'es heureux, nous, on est heureux. Ah bah, c'est cool, mais tu sais être heureux, si je peux être triste aussi, et Ouais. toi, tu peux être heureux. Ah bah non, bah si tu peux, t'as le droit, tu Ouais. vois. Et, mais après, c'est humain. Moi, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas savoir. Mais j'imagine qu'un parent, il a envie de sentir que son enfant, il est heureux, et c'est normal. Ouais. Mais ça n'empêche que ça peut créer, c'est pas vrai, pas une vérité, mais ça peut créer une espèce de blocage en disant, j'ai le devoir d'être performant. Et je vous passe les parents qui disent, bon, si tu continues, on va pas te payer ton abonnement l'année prochaine au club, hein, parce que avec ce que tu nous produis comme travail, c'est pas top. Ouais. Alors là, c'est proscrit, hein. Mais, Mais, mais dans l'équilibre, voilà, on essaye de travailler sur tous les aspects qui entourent enfin, toutes les personnes qui peuvent entourer l'athlète. Le but là-dedans, c'est de faire prendre conscience à l'athlète que c'est lui qui doit choisir ce qu'il a besoin et qu'il a le droit d'avoir un avis et qui mm. peut le donner et qui est normalement à la source. Ouais, c'est la genèse de tout. Ouais. Exactement, voilà, chercher le mot. Et donc, forcément, derrière, c'est jamais facile d'aller à l'encontre d'un entraîneur qui dit quelque chose. C'est jamais facile d'aller à l'encontre d'un parent qui dit quelque chose Mm. parce que dans notre société, on a hiérarchisé, tu vois. Ouais, totalement. Et c'est comme, t'as l'entraîneur et puis t'as le nageur. Ouais. En fait, non, t'as l'entraîneur et t'as le nageur. Normalement, c'est par égal. C'est-à-dire que, Et normalement, l'entraîneur doit être au service du nageur. C'est-à-dire que c'est le nageur qui ouais, décide s'il a envie de se qualifier en équipe de France, s'il a envie de faire telle distance, telle course, c'est lui qui choisit, c'est son projet à exactement. lui. Et on a peut-être un peu inversé les rôles. En tout cas, les rôles sont peut-être un peu à l'inverse. Et moi, je te rejoins sur un aspect, c'est que j'ai toujours pensé que je devais rendre fier mes parents parce que j'ai choisi de partir loin, et que Mm. ça a un coût, et que du coup, je dois leur apporter des résultats, des médailles. Mais en fait, en fait, je sais pas, je crois, mes parents ne m'ont jamais demandé ça. Mais non. Et ils Et, le demandent pas. mais Eux, absolument ils pas. sont contents que tu t'épanouisses dans ce que tu fais. On crée ça. Ouais, c'est quelque chose que j'ai créé enfin tout seul. Et même mes parents ont été toujours à l'antipode de ça en fait. Mm. Et je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu ce truc de me dire, il faut que je rende mes parents fiers, il faut que je fasse. Mais ça, c'est le syndrome de je ramène les notes à l'école. Ouais, totalement. Enfin, de l'école. Ouais. Et donc je rentre chez moi, la maîtresse, elle m'a mis 10 sur 10. Je rentre chez moi, mes parents seront contents. Mm. Mais ça, ce truc-là, malheureusement, ça nous traîne toute notre vie. Et puis, je crois que même aujourd'hui, euh, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai encore envie que ma mère elle soit fière de moi. Ouais. Donc, mais c'est pas grave si c'est pas nocif, c'est pas grave. Le truc, c'est que c'est même ça à un moment donné de se dire, bah, grâce à eux, je suis là et j'ai fait des choses qui m'ont permis d'être heureux. Mm. Mais c'est de comprendre et accompagner les générations à venir tu sais que tu ne leur dois rien et tes parents ne te possèdent pas, ils sont garants de ton image, mais tu ne leur appartiens pas quelque part, Ouais. tu vois. Donc tu ne leur dois rien, et s'ils t'ont fait, c'est qu'ils t'aiment et qu'ils t'accompagneront, et ainsi de suite, dans le meilleur des cas, parce Ouais. que C'est voilà, C'est pas toujours ça, le c'est cas. que vous, là, vous décrivez le meilleur le des meilleur des cas cas, Ouais, avec vos bien sûr. questionnements. Mm. Effectivement, c'est quelque chose enfin, je pense qu'il faut évaluer dans l'accompagnement, Ouais. c'est-à-dire Ça, voilà, le rôle, mais les pour le coup, ça, attentes, c'est les un truc croyances. de psychologie et pas un truc de prépa mentale. Ouais, on y revient. Tu as fait une carrière internationale. Je suppose que vous avez aussi des échanges au niveau national qui aussi montrent des études au niveau international. Est-ce que vous pouvez peut-être me renseigner sur comment ça se passe en dehors de la France? Enfin, je vois bien que dans les pays anglo-saxons, avoir un préparateur mental, c'est quelque chose qui n'est pas du Mais tout oui. un tabou. Aller voir quelqu'un qui va t'accompagner sur cette dimension-là. Puis Mais la notion d'équilibre mental, il faut prendre conscience qu'en fonction des cultures du pays, Oui. c'est pas la même. Mm. Donc, enfin, sans donner d'exemple, parce que j'en ai pas qui viennent, mais nous, on pourrait être assez proche d'un pays anglo-saxon.
Mais il y a des pays, tu vas en Chine, tu vas en Inde, tu La vas... culture est tellement Et bien différente. sûr, Ouais. tu peux pas avoir les mêmes codes. Mm. Donc, c'est bien comprendre, déjà, travailler à l'échelle nationale, c'est déjà pas Ouais. mal. C'est déjà Non, bien. puis c'est aller questionner la notion de croyance aussi. Enfin, Ah moi, oui, je vois des totalement. athlètes, par exemple, qui ont des croyances religieuses Aussi. qui les aident beaucoup Mm. dans leur Hmm. pratique. Et ça, c'est des choses dont il faut tenir compte également. Ouais, totalement. Mais donc voilà, donc s'ouvrir plutôt à la culture et aux Ouais. croyances de la personne, je pense que ouais, pour le coup, on le fait. Et après, aller voir ce qui se passe plus loin, je pense qu'on sèche. Ok. Ouais. En tout cas, j'ai tenté. Ben, T'as bien fait. On n'a pas d'exemple à te non, donner. non, mais c'est intéressant. Je me suis posé la question là sur le fil, j'avais pas noté, hein, mais c'est vraiment, je me dis, est-ce que à l'étranger, comment ça peut se passer? Potentiellement, c'est une question à creuser. Ça sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. Moi, en tout cas, j'invite vraiment l'athlète qui a envie de travailler dans ce champ-là à questionner aussi la personne avec qui il va travailler et Ok. la façon dont il va travailler Hmm. avec, parce que je pense que c'est primordial. Mm. Je pense que ça reste quand même une relation, et la relation en elle-même, alors on peut dire elle est thérapeutique, mais en tout cas, elle est aidante, quoi. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est important, c'est-à-dire que des fois, il y a des athlètes qui vont avoir des ententes sur le fait de travailler sur purement des habiletés mentales ou au contraire aller travailler sur des choses un peu plus profondes. Il faut juste arriver, si un athlète a envie de travailler dans cette dimension-là, de questionner en fait la personne avec qui il commence à travailler pour savoir si ça lui va, Ouais, si totalement. finalement ça relève plutôt d'un préparateur mental, d'un psychologue du sport, d'un coach. Enfin voilà, est-ce que la pratique finalement en face est adaptée finalement Ouais. à son besoin actuel. C'est vrai que c'est quelque chose Euh, sur lequel que j'avais pas noté, mais qui est très important, c'est que ça reste aussi une relation, tout comme la relation entraîneur-entraîné, ça reste une relation entre deux personnes. Il faut hmm. qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait de la confiance, Ah, et ça totalement. aussi c'est important. Toi, Greg, est-ce que tu penses que c'est véritablement primordial de savoir à qui on s'adresse, comment on s'adresse, et Oui. si d'aventure tu le sens pas, est-ce que ça te dérange de potentiellement botter en touche et dire ben quelqu'un d'autre peut le faire? Ah, moi, il y a clairement des athlètes avec qui j'ai pas pu travailler parce que je ne me sentais pas compétent pour. Ok. Et d'ailleurs, quand ça touche pardon, trop à la psychologie, je ne peux pas y aller. Et donc, je vais pas dire, écoute, je peux pas, va voir un psy, mais je lui dis, écoute, moi, je suis pas la bonne personne pour Ok. t'accompagner, va. euh, Trouver quelqu'un d'autre. ouais, enfin, essaye de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait plus adapté. Mais après, moi, je suis pas trop à être accusateur ou donner des ordres et des avis aux athlètes. Et je pense que, comme tu dis, c'est très important que l'athlète il questionne le thérapeute, en tout Mm. cas, pour garder le contrôle de ce qu'il fait et pas qu'il ait la sensation qu'on lui amène des outils alors qu'il n'y avait même pas pensé. Ok. Parce que moi, si je t'amène un outil auquel tu n'avais pas pensé et qu'on n'en a pas parlé avant et que je te dis c'est comme ça que tu vas réussir, je deviens un influenceur et je suis plus un accompagnant. Ouais. Donc c'est plus la même chose. Et donc, il faut faire très attention justement à la posture que tu prends parce que quand on t'impose une vérité, et c'est ça qui me dérange un peu parfois dans le monde de la prépa mentale, c'est que j'entends des personnes qui vont vendre des vérités alors qui vont te dire ah, c'est comme ça, si tu veux performer, il faut que tu sois un guerrier. Bah non, en fait, moi j'ai rien à guerrier et si tu viens me taper dans le dos pour me dire allez, ça va passer, mais c'est pas dit que ça fonctionne. Mm. Donc la singularité revient au centre du sujet et c'est là où je me dis en fait, le métier d'accompagnant, de thérapeute, de prépa mentale, peut-être de psychologue, c'est d'être un très bon questionnant. Ouais. C'est viser juste et c'est savoir est-ce que ce que je vais lui poser comme question, est-ce que ça va éveiller une réponse qui correspond à ses valeurs à elle, à la personne. C'est tout. Après, on n'est pas des super-héros, Bien sûr. on n'est pas la clé magique et on n'a surtout pas le savoir ultime. On a juste des outils et si l'alchimie se fait avec l'athlète, eh ben c'est top. Ça veut dire que la confiance naît et que le travail peut se faire et qu'au final, tout le monde est content et tout le monde est épanoui. Mais par contre, moi au début, je sais que je prenais plus à cœur et avec beaucoup trop d'empathie le travail d'accompagnement et je rentrais chez moi, tu fais 10 athlètes, les 10 ils ont fait des contre-perfs, t'es là, tu dis, T'es lessivé après. ouais, j'y arrive pas quoi. Et- En gros, je suis nul. Ouais. Alors que bon, non, c'est juste il y a d'autres facteurs et puis faut travailler dessus. Alors peut-être que j'ai pas été bon avec les 10, mais au moins ça me met une remise en question et ça m'a aidé à comprendre que j'avais pas les vérités, qu'il fallait que je sois meilleur dans mon questionnement et que je m'adapte plus aux athlètes et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui relève de la pratique, de notre pratique. En fait, nous, Mhm. du coup, on travaille avec des superviseurs, on travaille en covision, etc. Et c'est vrai que
cette remise en question, des fois, elle est peut-être plus facile quand on travaille, ne serait-ce qu'en équipe Ah bah oui. sur de la covision. Mais clairement, et puis c'est pas parce qu'un athlète va frapper à une porte et que ça marche pas que on balaye toute la dimension mentale et c'est mort, ça marchera pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la relation. Et si ça se passe pas avec, enfin, nous, c'est vrai que donc, dans la structure où je suis, on est deux. Mm. Et on a tendance à le poser en disant, Mm. mais enfin, si ça ne matche pas avec moi, c'est OK. Enfin, tu vas voir ma collègue. Et il y en a qui fonctionnent comme ça, Mm. qui vont faire 2 essais avec l'une, puis ou Ok. qui vont demander à travailler différemment à l'extérieur. Et c'est OK, en fait. Enfin, c'est pas forcément toujours en lien avec moi, Marie-Pierre, mais c'est au lien aussi avec, ben, voilà, on a aussi des préférences, on a aussi une relation qui est importante. Donc voilà, en tout cas, si C'est... vous allez voir quelqu'un dans cette dimension-là, ne lâchez pas, même si ça fonctionne pas Avec la avec personne. la première Mm. Mais personne, quoi. c'est vrai ce que tu dis, c'est comme l'athlète qui s'identifie à ce qu'il fait. Au début, moi, j'avais l'impression que c'était moi qui étais pas bon, en fait, Ouais, pour ouais, ce ouais. métier. Et juste, je correspondais peut-être pas, ou ma façon de travailler correspondait pas à la personne. Et Mm. donc, c'est savoir prendre ce recul aussi. Et, euh, et donc voilà, après, euh, je, que ce soit le psychologue ou le préparateur mental, on reste des êtres humains qui avons aussi parfois besoin de prendre du recul. Mm. Et du coup, ce qui est aussi important dans ce que tu as pu dire, c'est le fait que c'est pas parce que ça a réussi avec une personne que ça va forcément réussir avec une autre. Et encore une fois, c'est l'athlète qui performe, c'est pas le Oui, psy ou le préparateur Ah non, mais mental. bien c'est sûr. sûr. Donc clairement, c'est pas parce que on a travaillé avec un athlète qui a performé que derrière, Ouais. en Oui, c'est ça. suivant, toutes les personnes qui vont travailler avec nous vont performer, quoi. Je sais pas, Ça reste l'athlète qui gagne sa médaille Ouais, bien sûr. Ça peut et développer des croyances chez les gens, Mm. super, mais par contre, ça ne certifie en rien le résultat, quoi. Donc, Euh, Dernière question avant de conclure. On a souvent autour de l'athlète, forcément, on a très souvent un entraîneur, on a très souvent maintenant un préparateur physique, ça vient avec le package. Maintenant, on voit aussi cet aspect préparation mentale. Est-ce qu'elle est pour vous, est-ce qu'elle devrait prendre plus de place? Est-ce que, typiquement, moi, par exemple, j'entraînais 9 à 10 fois dans l'eau, je m'entraînais 4 à 5 fois en musculation. Par contre, tout l'aspect préparation mentale, elle était plus de l'ordre de une fois tous les 15 jours, voire même toutes les 3 semaines. Ça fait un peu par rapport aux autres. Est-ce que, par exemple, ce serait pas aussi un, un aspect, une variable d'amélioration que de se dire il faut plus de préparation mentale, plus souvent, plus régulièrement pour certains sportifs, si d'aventure le besoin y est. après, moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment, sans parler de sport, hein, où, Mm. on parle des fois de compétences psychosociales, enfin voilà, de compétences émotionnelles, de compétences cognitives. Enfin aujourd'hui, j'ai un petit loup qui a 6 ans, je vois, ça se travaille déjà à l'école, quoi. Ok, Ma génération, déjà, quand on parlait d'une émotion, c'était compliqué. c'était plus en mode tu fais un caprice que tu es en colère ou tu es triste, quoi. Mm. Donc, ouais. donc je crois que déjà, rien que le fait de développer des habiletés mentales dès le plus jeune âge, alors encore plus chez des athlètes, ça, je pense que Ouais. oui, c'est quelque chose, je pense que c'est un sujet et en tout cas, ça me semble important dans le développement de l'individu à la Ouais, base ouais. et encore plus du sportif qui va rencontrer peut-être des émotions parfois bien plus fortes, des prises de décision qui vont avoir un Ouais. impact sur d'autres choses. Donc oui, je pense que c'est important en tout cas. Je te questionne beaucoup, Greg, sur cet aspect-là et on va partager notre point commun à la natation. Est-ce que tu penses que parfois il aurait peut-être, sur certaines personnes, hein, est-ce que c'est possible pour toi de te dire, inviter l'entraîneur à faire un peu moins de séances dans l'eau et plus de séances de préparation mentale? Parce que le point pour le sportif qui est bloquant, c'est pas l'aspect physique, mais c'est peut-être plus l'aspect mental pour réussir à performer et à développer son plein potentiel. Moi, je pense que c'est pas incompatible de glisser des outils de la prépa mentale pendant l'entraînement dans l'eau ou en Ok. muscu. Donc, c'est juste avoir les bons mots, la bonne communication, comme je disais tout à l'heure. Il y a un exemple assez basique que je cite, c'est quand tu mets une contradiction dans un compliment et que tu enchaînes derrière avec un point d'amélioration, tu ne retiens que le point d'amélioration Mm. et pas le compliment. Ouais, Donc, si tu te prends 2 minutes pour dire, écoute, ce que tu as fait dans l'eau, c'est vraiment super, et que tu t'arrêtes là, et qu'une heure après, tu dis, bah écoute, les points d'amélioration dans l'entraînement, ça serait ça et ça, tu as quand même eu le temps de valider qu'il y a eu des points bons dans l'entraînement. Par contre, si je te dis, écoute, dans l'eau, pas top, enfin, si je te dis, écoute, tu as super bien nagé, mais tu as vraiment trop de coups de bras par rapport à ce qu'on a demandé, là, tu vas retenir que les coups de bras. totalement. Donc, tu vas te construire à travers juste des choses que tu as ratées. Mm. Donc, tu vois, rien que de communiquer différemment,
Alors certains diront, ouais, mais bon, ça veut dire la même chose. Ben, pour le cerveau, ça veut pas dire la même chose. Ouais, je suis Donc d'accord. c'est utiliser des outils de communication ou des outils de prépa mentale ou même, je sais pas moi, avant une série, avant une grosse série, tu sens que l'athlète il est fatigué, tu lui dis écoute, on part, au lieu de partir dans 1 minute, on part dans 3 minutes, pose-toi 2 secondes, souffle, fais un peu de respi, concentre-toi, ferme les yeux si tu as besoin, mets-toi sous l'eau si tu as besoin, machin, et on y va. Tu lui permets d'avoir ce temps de concentration, et donc tu intègres, c'est de la prépa mentale intégrée en fait, Ouais, directement. Et donc, pour moi, ça serait jumelé plutôt que ok. de remplacer. Remplacier, ok. Très intéressant. Et juste à l'opposé, enfin, la prépa mentale ne fait pas tout non plus. C'est-à-dire qu'à la base, Mm. il faut des compétences, il faut, enfin Ah bah voilà. oui. Et Ça, ouais, mais du coup, des fois, je rencontre aussi des personnes qui ont du taf à faire aussi sur l'aspect technique, sportif, ah bah, Ok, et qui vont aller beaucoup chercher des ressources sur cette dimension mentale. Mais il faut pas oublier aussi que bah, le taf à côté, ça peut paraître. ah non, mais c'est totalement J'ouvre vrai. une porte peut-être qui est déjà Non, non, grande non, non, mais c'est ouverte, vrai, c'est vrai. mais en tout cas, ça arrive rarement, mais ça arrive d'avoir voilà, Oui, des oui, oui. sportifs qui ont encore beaucoup de travail à faire sur l'aspect purement sportif. On peut avoir plein d'exemples. Le nageur, il sait qu'il a besoin de nager 10 fois par semaine pour aller faire de l'international. Et on lui dit, bah écoute, de toute façon, tu stresses trop. Donc on va enlever 4 entraînements, puis tu vas faire de la prépa mentale. Je suis pas certain que ça marche. ok. Donc niveau entraînement, ce que tu disais, c'est très vrai. C'est comprendre qu'il y a quand même une dose de travail à respecter pour avoir un rendement sur ce que tu fais. Et derrière, intégrer ou faire autrement. Mais tout n'est pas la prépa mentale, tout Mm. n'est pas la prépa physique. Il y a 15 ans de ça, j'ai l'impression, et à l'époque où j'étais à Marseille, j'avais l'impression qu'on était un peu différent des autres, d'avoir fait de la prépa Physique. physique vraiment beaucoup par Ouais. rapport à ce qu'on faisait dans l'eau et tout. Et là, on passe sur la prépa mentale, le bien-être, le psychique, le machin. Ça. Donc, il faut pas tomber dans des excès non plus. Mm. C'est pas, c'est ce que je disais, c'est pas une clé, c'est pas un remède magique, quoi. Ouais, mais vu qu'on en parle beaucoup, on a l'impression que c'est vraiment la clé. Ça fait partie d'un équilibre. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis l'accent sur quelque chose qui était pas trop mis au grand jour parce que c'était vu comme une faiblesse. Maintenant, on arrive à le voir comme un atout, Mm. mais faut pas en faire un excès. Un excès dans la communication de la prépa mentale. On sait qu'aujourd'hui, pour performer en natation, dans les années 80-90, fallait faire des bornes. Ouais. Et puis après, on s'est dit, tiens, c'est marrant si on faisait un peu de prépa physique. Physique. Ouais. Et puis tiens, si on faisait un peu de prépa mentale. Puis tiens, si on était un peu plus mobile et si on faisait un petit peu plus de yoga ou un petit peu plus de pilates, on serait peut-être mieux gainé de ça. Mm. Donc on intègre plein de choses autour de la performance. C'est génial. Mm. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ouais, faut juste savoir bien proportionner les choses et Exactement. individualiser à chaque personne ce qui est important de par son bagage. Je pense qu'on a été complet sur ce qu'on a dit. On a évoqué pas mal de Merci, choses. Joris. On a ratissé large et je suis très content de cet épisode. Super. Cool. Donc merci à vous deux et Merci à Merci à toi. toi. Bravo et, pour ce que tu fais. merci. Je suis un peu gêné. Et en tout cas, merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Je trouve qu'il a été assez intéressant et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur un nouveau sujet. Merci. Coupé.